Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. La première année au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso. Pour l'occasion, le chef de la junte a donné une interview ce 29 septembre. Interview durant laquelle il a notamment déclaré que la priorité sera donnée à la sécurisation du territoire avant l'organisation des élections. Plus que quelques mois avant le référendum constitutionnel au Tchad, les électeurs seront appelés aux urnes le 17 décembre prochain. À l'approche de cette échéance, certains acteurs politiques appellent à préserver la cohésion pacifique. Et puis la création d'un fonds pour la reconstruction de Derna en Libye. La ville dévastée par les inondations doit abriter le 10 octobre prochain une conférence internationale. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, il sera bien candidat à l'élection présidentielle. En République démocratique du Congo, l'opposant Martin Fayulu a confirmé ce samedi 30 septembre sa participation au scrutin du 20 décembre 2023. Il sera notamment face au président sortant Félix Tshisekedi. Devant la presse, le candidat de la coalition Lamuka a déclaré que le combat pour exiger la transparence des élections continue. Une transparence qui, selon lui, n'a pour le moment pas été garantie. L'opposant cite l'audit du fichier électoral. Selon lui, sur les plus de 43 millions d'électeurs inscrits, 10 millions seraient fictifs. Rappelons que Martin Fayulu s'était déjà présenté à la présidentielle de 2018. Il n'avait cessé de clamer que la victoire lui avait été volée. Au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré passe le cap ce 30 septembre de sa première année passée au pouvoir. À la veille de cet anniversaire, le président de la transition a accordé un entretien à la presse. Vie politique nationale, diplomatie, rôle et fonctionnement des médias. Différentes thématiques ont été abordées durant plus d'une heure. Parmi les grandes annonces à retenir, il y a la priorité donnée à la sécurité avant l'organisation d'élections et la modification partielle de la Constitution. Gladys Mamba. 30 septembre 2022, 30 septembre 2023, un an déjà que le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé à la tête du Burkina Faso à la faveur d'un coup d'État. La veille de cet anniversaire, le président de la transition a accordé un entretien à la presse. Parmi les grandes annonces faites, la priorité donnée à la sécurité plutôt qu'à l'organisation des élections théoriquement prévues en juillet 2024. Il n'y aura pas d'élection qui va se concentrer uniquement à Ouagaï, à Bobo et quelques villes autour. Il faut que tous les Burkinabés choisissent leur président. Il faut que ceux qui vont postuler puissent aller partout au Burkina. Voilà, aller faire leur campagne et tout. Donc, il faut qu'on assure la sécurité d'abord. C'est la sécurité qui est la priorité. Depuis son arrivée au pouvoir, le chef de la junte militaire multiplie les initiatives pour restaurer la sécurité et l'intégrité territoriale. En plus du renforcement du nombre de volontaires pour la défense de la patrie, VDP, le gouvernement militaire de transition a annoncé en avril 2023 un plan de mobilisation générale en vue de reconquérir 40% du territoire national tombé aux mains des groupes armés. À la création de ce cadre juridique pour lutter contre les insurgés pourrait très prochainement s'ajouter une modification partielle de la Constitution. Les textes actuels ne nous permettent pas de pouvoir évoluer sereinement. De toute façon, ce que je vous dis dans les jours à venir, la modification partielle, vous allez voir ce que ça concerne et on va toucher à un volet. Nous sommes en Afrique. Cette constitution, c'est uniquement l'avis d'une poignée de personnes éclairées. Mais la masse populaire, là, ils ne comprennent pas forcément ce qui se passe. Donc nous souhaitons par exemple faire des ouvertures. Un an après le coup d'État qui a renversé le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, le pouvoir en place serait la cible d'actes de déstabilisation. Le 27 septembre, le gouvernement militaire de transition informait l'opinion publique d'une tentative de coup d'État déjouée, la deuxième en 8 mois. Dans l'actualité également, en Tunisie, le leader historique du parti conservateur Ennahda, Rached Ghannouchi, a entamé une grève de la faim de 3 jours. Incarcéré depuis le 17 avril dernier, il continue de dénoncer sa détention. Il a également exprimé son soutien à ceux qu'il considère comme des prisonniers politiques, et notamment Jawar Ben Barek, responsable au Front de Salut National, principale coalition de l'opposition et également en grève de la faim. Rached Ghannouchi, âgé de 82 ans, a été condamné au mois de mai dernier à 1 an de prison pour apologie du terrorisme.
Au Tchad, le référendum constitutionnel est sur toutes les lèvres. Le 17 décembre prochain, les Tchadiens auront à se prononcer sur le projet de nouvelle constitution, mais également sur la forme de l'État, unitaire ou fédéral. Un référendum qui doit aussi mettre fin à la période de transition, avec en filigrane espoir d'une pacification par le consensus. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan. Au Tchad, les électeurs sont appelés aux urnes le 17 décembre 2023 pour dire oui ou non au projet de la nouvelle constitution de la République. Le référendum permettra aussi aux Tchadiens de choisir la forme de l'État, notamment entre l'État unitaire, décentralisé et le fédéralisme. L'adoption de cette nouvelle loi fondamentale permettra aux autorités de clôturer la transition et d'organiser les élections. Mais pour certains acteurs politiques, la préservation de la cohésion sociale et de la paix doivent être préservées, quelle que soit l'issue du référendum. Je salue l'esprit patriotique qui a soutenu la signature du protocole d'accord de plus de 100 partis politiques de différentes obédiences sous la houlette du cadre national de coordination des partis politiques au nom de la paix. Pour finir, humblement, j'en appelle à mes compatriotes qui ont choisi le chemin de la lutte armée ou qui sont en exil d'opérer le choix patriotique pour le bien de leur cher et beau pays, le Tchad. Tout est encore possible. Le consensus est toujours à notre portée. L'enrôlement des électeurs pour la révision des listes électorales du fichier biométrique utilisé lors de la dernière présidentielle d'avril 2021 est en cours de finalisation en dépit des difficultés opérationnelles de terrain dénoncées par la société civile. Le processus du retour à l'ordre constitutionnel est sur la bonne voie selon les autorités qui estiment que le chronogramme des élections sera respecté. Nous, on espère pouvoir tenir l'échéance, le calendrier pour faire le référendum et pour faire les élections. Je crois que le ministre, l'administration est là, en tant que président, pourra, de ce qu'on aurait mieux étayer là-dessus. Et c'est ça l'objectif. Donc, réussi, non, on n'est pas là pour nous enjoliver, pour dire qu'on a fait tout bon. Non, il y a eu bien évidemment des défaillances qu'il faut corriger. Mais il y a eu des choses qui ont été faites de ces dialogues, de cette nouvelle pensée, de ces gouvernements inclusifs, qu'il faut que les choses puissent avancer pour la refondation du Tchad. Pour rappel, selon le chronogramme de la Commission nationale chargée de l'organisation du référendum, le nouveau fichier électoral est attendu le 12 novembre 2023, quelques jours avant le début d'une campagne électorale en faveur du oui ou du non, qui va durer 20 jours. Les résultats provisoires seront proclamés le 26 décembre 2023 avant d'être transmis à la Cour constitutionnelle pour validation. Le Cameroun abritera en novembre prochain la 44e session de la conférence ministérielle de la francophonie. À l'approche de cet événement, la diaspora camerounaise était conviée ce 29 septembre à une réunion d'information et d'échange organisée à l'ambassade du Cameroun de Paris. L'occasion pour elle d'exprimer à l'ambassadeur André Magnus Ekoumou ses attentes relatives à la tenue de la prochaine CMF, un sujet de la rédaction. Après la Tunisie en 2022, la prochaine conférence ministérielle de la francophonie se tiendra cette année à Yaoundé au Cameroun. Dans le cadre des préparatifs de cette 44e session prévue au mois de novembre, l'ambassade du Cameroun à Paris a organisé ce 29 septembre une réunion en présence de la diaspora camerounaise. Une réunion durant laquelle les réflexions étaient essentiellement portées sur le thème de cette prochaine CMF, bonne gouvernance, gage de stabilité politique, économique et culturelle pour les citoyens francophones. C'est une thématique qui couvre toute la francophonie, c'est tous les États francophones. D'ailleurs, nous avons un débat, je présiderai des réunions à la francophonie ces prochains jours par rapport au projet de résolution qui sera adopté à Yaoundé. Donc, tout ce que nous vivons aujourd'hui, que ce soit au projet concernant la gouvernance, concernant la démocratie, concernant le respect des droits de l'homme, tout cela vient progressivement. Quelqu'un disait encore tout à l'heure, la bonne gouvernance ou la mauvaise gouvernance, ce n'est pas seulement au sud. Une thématique épineuse puisqu'elle fait particulièrement écho à l'actualité du continent.
Comment promouvoir aujourd'hui la bonne gouvernance à l'heure où les démocraties sont menacées par l'épidémie de coup d'État ? Une épidémie qui s'est largement propagée en Afrique de l'Ouest avant de gagner le Gabon récemment. Le défi est d'autant plus grand pour la francophonie qui poursuit parallèlement sa modernisation. Un processus où la question de l'identité francophone est souvent au cœur des discussions. Quand on pense francophonie aujourd'hui, on se dit on peut peut-être penser à la France, peut-être au Canada, mais on ne pense pas au Congo. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il faut s'interroger sur ce qui serait une forme d'identité francophone, aujourd'hui il faut la chercher en Afrique, parce que c'est véritablement sur ce territoire-là qu'il y a un dynamisme en termes de chercheurs, en termes de culture, en termes de jeunesse, en termes d'innovation, de musique. Et quelque part c'est aussi un défi donné aux institutions, c'est comment faites-vous pour vous approprier toute cette innovation, cette richesse, en fait, qui est très loin de Paris, mais qui est en fait l'avenir du monde. Gouvernance, citoyenneté, insécurité, autant de sujets qui devraient rythmer les débats de la prochaine CMF. Une conférence qui sera aussi marquée par l'adoption du budget quadriennal de l'Organisation internationale de la francophonie. En Libye, après les inondations meurtrières qui ont dévasté la ville de Derna, l'heure est à la reconstruction. Les autorités ont annoncé la tenue d'une conférence internationale le 10 octobre prochain. La participation de la communauté internationale est attendue pour fournir une assistance aux populations sinistrées. La création d'un fonds a été annoncée par les autorités de l'Est. Samantha Sabirou-Sabobanga. Afin de soutenir la reconstruction et le relèvement de la ville de Derna, à 900 km à l'est de Tripoli, le gouvernement libyen a annoncé la création d'un fonds. Une conférence internationale de reconstruction aura lieu à cet effet le 10 octobre 2023 à Derna. Cette conférence sera ouverte aux entreprises internationales, soutient le gouvernement de l'Est qui appelle l'ensemble de la communauté internationale à y participer. L'objectif principal de ce fonds est de fournir une assistance aux habitants de Derna pour reconstruire leurs maisons, infrastructures et services publics détruits. Je pense qu'à la lecture de cette initiative entreprise par le gouvernement libyen à l'Est, avec notamment le maréchal Haftar, est une bonne chose sur le papier, puisqu'il faut qu'il y ait des dons pour pouvoir venir pallier les désastres et tout ce qu'il y a pu avoir sur le plan des infrastructures côté est libyen. Avec une population de plus de 100 000 habitants, la ville de Derna a été, le 10 septembre 2023, frappée par des inondations provoquées par la tempête Daniel et amplifiées par la rupture de 2 barrages en amont de la ville. Selon le dernier bilan officiel communiqué le 26 septembre 2023 par le gouvernement de l'Est, 3 893 personnes y ont perdu la vie. Plus de 43 000 personnes ont été déplacées en raison des inondations, selon les dernières statistiques de l'Organisation internationale pour la migration. Notons que le Parlement a déjà alloué 10 milliards de dinars, soit plus de 1,9 milliard d'euros, au projet de reconstruction. En revanche, cela ne va pas faire fi des luttes intérieures qu'il peut y avoir au niveau local entre le côté tripolitain et le côté est de la Libye. On peut quand même penser que ce drame est aussi une occasion pour revoir les positions stratégiques entreprises par le maréchal Haftar. En revanche, si on regarde un peu ce qui s'est passé sur ces dernières années et les positions de chacun, on peut s'imaginer que malheureusement, cette initiative ne sera pas forcément fructueuse. Rangée par les divisions depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011, la Libye est gouvernée par 2 administrations rivales. L'une dans l'ouest dirigée par Abdelhamid Beida, reconnu par l'ONU, et l'autre dans l'est, incarnée par le Parlement et affiliée au camp du maréchal Khalifa Haftar, non reconnu à l'international. Et du sport avec le championnat d'Afrique des clubs champions de handball. Brazzaville, la capitale congolaise, accueille depuis ce 28 septembre la 44e édition du tournoi. Lors du match inaugural de la compétition, le club de la Direction générale de la sécurité présidentielle s'est imposé face aux Ivoiriennes de Bandama. Le résumé de la rencontre avec notre correspondant Deva Panzou.
Les championnes du Congo ont eu du fil à retordre à domicile face aux Ivoiriennes de Bandama. Les handballeuses de la Direction générale de la sécurité présidentielle se sont imposées par 35 à 28 alors qu'elles étaient menées à la pause 17 à 16. La défense n'a pas beaucoup aidé les Congolaises et l'entraîneur promet de corriger les erreurs. On a essayé la 1-5 en fin de première mi-temps. Là, la pivot en face, elle prenait bien les espaces, c'était plus compliqué pour nous. Qu'est-ce qu'on a fait? On a tout fait pour revenir sur notre défense de base, donc la 6-0, en amenant un deuxième numéro 3 qui était sur le banc. Je crois que c'est celle-là qui est venue faire la différence dans le secteur central. C'est clair, dans une équipe, un match, quand vous avez des solutions dans le secteur central, effectivement, vous mettez en difficulté l'adversaire. Les Ivoiriennes de Bandama sont déçues, elles qui ont dominé la première partie. Ces dernières comptent disputer ce championnat match par match. Selon l'entraîneur du Bandama Handball Club de Tiasalé, rien n'est encore perdu et elles comptent relever la tête dès le second match face aux Angolaises de Petro Atlético. Nous sommes venus à ce match avec l'ambition de repartir avec une victoire. C'est le début du championnat. Nous avons travaillé pour que ce début soit plus réalisant que le résultat que nous avons connu. On a jeté toutes nos forces en première mi-temps. Nous sommes repartis avec le gain de cette première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, nous avons pêché par la lucidité devant les buts. L'équipe de la Direction générale de la sécurité présidentielle ambitionne de remporter son premier titre continental à domicile. Notons que 8 équipes masculines et 8 autres féminines classées dans 2 groupes par catégorie prennent part au 44e championnat d'Afrique des clubs champions de handball qui s'achève ce 7 octobre à Brazzaville. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.